Hello les amis, alors aujourd'hui, on va creuser un sujet complètement explosif, qui est le sujet des retraites. Parce qu'il y a un sondage qui est sorti il y a pas longtemps et qui montre que le 3/4 des actifs pensent cotiser pour une retraite qu'ils toucheront jamais. Et pourtant, il y a quand même un quart de notre salaire qui part en cotisation retraite. Donc on peut imaginer dans une situation un peu de crise, ce que ça peut donner comme bombe à retardement pour les années à venir. C'est un truc de dingue. C'est une crise de confiance à venir qui peut être bien plus grosse que la crise du budget si on s'en saisit pas. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, on y va. Alors, j'ai coécrit ce sujet avec notre expert favori de l'épargne durable, qui est Gaël Berthélémé, de La Crèmerie, et puis avec Julie, qui coécrit souvent avec moi. Merci à eux. Avant de démarrer, je voulais vous parler de mon partenaire Goodvest, sans qui je ne pourrais pas produire ce podcast. Et je t'en parle parce que c'est chez eux que j'ai choisi d'ouvrir mon assurance vie et mon PER. En fait, quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'impact de mon épargne et que j'ai voulu passer à l'action, j'avais vraiment peur de me tromper. Il y a tellement de greenwashing, de labels durables qui n'en sont pas. Donc voilà, Goodvest, c'est l'un des 2 seuls acteurs à proposer des placements réellement responsables. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONG Reclaim Finance. Ils y arrivent avec une méthode super claire, transparente, alignée avec l'accord de Paris. Ils excluent les énergies fossiles, par exemple. Personnellement, j'ai tout fait en ligne, mais si tu as besoin, tu peux te faire accompagner d'un conseiller ou d'une conseillère super sympa. Donc allez les amis, si vous voulez aligner vos convictions et votre épargne, rendez-vous sur goodvest.fr. Alors le constat, c'est que le moteur des retraites est complètement en train de caler, mais il faut rentrer un peu dans le détail pour comprendre le problème. Le budget des retraites, c'est 407 milliards d'euros par an. C'est le premier poste de dépenses sociales du pays. C'est quasiment 6 fois le budget de l'éducation nationale, donc c'est énorme. Et aujourd'hui, il y a 1,7 cotisants actifs par retraité. Alors ça sera pire dans 2070, ça sera 1,4 pour 1. Mais le plus important, c'est de comprendre que c'était quand même 4 cotisants pour 1 retraité en 1960. Donc le système n'a pas été du tout conçu pour ce genre de démographie. Parce qu'il y a eu évidemment une grosse chute de la natalité en France. En 15 ans, c'est moins 24% la natalité. Il y a eu en 2025 plus de décès que de naissances, 651 200 décès, 650 400 naissances en 2025, et moins de bébés aujourd'hui, c'est moins de cotisants demain évidemment. Alors tout ça, ça fait que le déficit des retraites, c'est 5 milliards d'euros aujourd'hui. C'est pas si énorme, je trouve, mais ça va faire que s'aggraver. Et en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand un jeune se saigne pour épargner rien que 100 euros par mois et qu'il y a un quart de son salaire qui part dans un système auquel il croit plus du tout, on peut imaginer quand même que le contrat social se tend. Et il se tend d'autant plus qu'il faut de la confiance dans le système. Et aujourd'hui, il y a 37 systèmes de retraite différents, 37 régimes de retraite différents. Donc le système actuel est quasi illisible pour les gens, et ça aide pas à créer cette confiance. En 2017, l'âge moyen de départ était de 55,7 ans à la RATP contre 63 ans dans le système général, par exemple. Bon, ces régimes spéciaux disparaissent petit à petit, mais c'est quand même super important de recréer quelque chose de lisible qui crée de la confiance. Et alors, quand on s'intéresse au sujet des retraites, il y a un terme qui est clé, qui est le taux de remplacement. Et je te promets que je me transforme ni en Jordan B, ni en Eric Z en parlant du grand taux de remplacement, mais c'est tout simplement le pourcentage de ton dernier salaire que tu touches à la retraite. Si tu es né en 1940, il était de 77% quand tu as pris ta retraite. Si tu es né en 2000, il sera a priori de 66% à peu près quand tu la prendras. C'est une moyenne, c'est pour ça que je dis à peu près. Ça peut descendre à 25% pour certains types d'entrepreneurs, par exemple. Donc on en parlera plus tard, des statuts. Et le truc, c'est que moins on se bouge, plus ça s'aggrave. C'est un peu comme le changement climatique. Alors tu te dis certainement que ça va finir par changer, que y a des gens à un moment qui vont se dire bon ça tient plus, on change tout. Mais c'est un problème majeur qui existe depuis très longtemps et le système se mord complètement la queue pour une raison très très simple. Les jeunes sont ceux qui votent le moins. Il y a 70% des moins de 35 ans qui se sont abstenus pendant les scrutins récents, c'est énorme. Et tu as 35% des plus de 60 ans qui se sont abstenus. Donc il y a 2 fois plus d'abstention chez les jeunes. Et le truc, c'est que moins les jeunes pèsent dans les urnes, moins leurs intérêts sont défendus politiquement. Moins ils votent, moins ils sont défendus. Enfin bref, c'est un système qui se mord la queue.
Résultat, 76% des actifs ont le sentiment de cotiser pour un système dont ils ne bénéficieront pas. Donc la défiance est vraiment devenue majoritaire et c'est un sujet complètement explosif au niveau politique. Michel Rocard, qui était Premier ministre, qui a écrit le premier livre blanc sur les retraites en 1991, avait cette phrase, il disait « Le sujet des retraites est si explosif qu'il peut faire sauter 5 ou 6 gouvernements ». Eh bien, cher Michel, il a justement fait sauter celui de Michel, puisque Michel Barnier, avec son gouvernement, voulait faire repousser l'âge légal à 64 ans et que ça a été suspendu jusqu'en 2028. Alors plutôt que respect spectateur, je te propose qu'on plonge 5 minutes pour comprendre le fond du problème. Alors le mieux, c'est de remonter aux pionniers. Qui a pensé ce système en premier ? Eh bien, l'histoire commence avec Colbert en 1673, puisqu'il crée une caisse de retraite pour les marins de la Royale. Alors sa vision n'est pas du tout sociale à ce moment-là, c'est de la pure marque employeur. Il fallait en fait attirer des marins et la promesse d'une retraite en fin de carrière était très maligne. Mais la vraie bascule, c'est 1910. À ce moment-là, on veut mettre en place une retraite pour les ouvriers et les paysans, tous les ouvriers et tous les paysans. Donc là, on peut se dire, ok, super, une motivation enfin très sociale. Eh ben non, elle est purement politique. Il faut à ce moment-là couper l'herbe sous le pied des mouvements socialistes qui sont en train de monter. Alors on s'inspire de ce qui se fait en Allemagne, chez les conservateurs, qui devient en fait une jolie arnaque au final, faut le dire, puisque on finit par surnommer ce modèle la retraite des morts. Et la raison, c'est que l'âge de départ a été fixé à 65 ans. Autant dire qu'en 1910, c'était si haut qu'il y avait seulement une toute petite minorité qui l'atteignait avant de mourir. Voilà, bon, il faut attendre 1946 pour que naisse vraiment un système de retraite comme on le connaît aujourd'hui. On crée un système par répartition à ce moment-là, et non pas par capitalisation. Alors tu as déjà entendu forcément ces deux mots, c'est très très simple. La répartition, c'est celui qui cotise paye directement celui qui est à la retraite, en temps réel, c'est un vrai pacte entre générations. Et la capitalisation, c'est tout simplement ce que tu fais quand tu as un plan d'épargne retraite ou que tu mets de l'argent sur de l'assurance vie. C'est celui qui cotise, épargne pour sa propre retraite dans le futur. C'est un financement personnel. Voilà. Et c'est ça qui fait l'origine des énormes fonds de pension américains, par exemple, qui fonctionnent dans ces pays-là par capitalisation uniquement et pas par répartition. Mais alors, pourquoi avoir choisi le système de la répartition en 1946 ? Parce que c'est ça qui fait aujourd'hui notre déficit, etc. Dis-toi que toutes les épargnes ont été ruinées par l'inflation et par 2 guerres en 30 ans. Donc clairement, parier sur la finance pour payer des retraites, ça paraissait beaucoup trop risqué à ce moment-là. Ça paraît totalement logique. La répartition, ça semblait bien plus sûr, ça se comprend, la démographie le permettait, tout le monde était au boulot, donc c'était vraiment le meilleur modèle. Alors comment fonctionne ta retraite ? C'est comme une fusée à 3 étages en fait. C'est très simple. Le premier étage, la retraite de base, c'est le socle qui est géré par la Sécu. Mais attention, il est plafonné en fait. Alors il concerne les premiers 4005 € bruts mensuels de salaire en 2026. Donc résultat, la retraite de base tourne autour de 2000 € par mois, même si tu gagnes 6000 € bruts par mois ou 10 000 € bruts par mois. C'est voilà, un socle maximum. Ensuite, il y a l'étage numéro 2, qui est la retraite complémentaire. Elle est obligatoire aussi, et c'est ce qui complète la retraite de base. Donc par exemple, les 27 millions de salariés du privé en France cotisent automatiquement à la caisse Agic-Arco pour la part de leur salaire supérieure au socle de base. Donc la complémentaire, ça fonctionne par points. Tu cotises, tu cumules des points et à la retraite, les points se transforment en euros et ils complètent la retraite de base qui était l'étage 1. Le troisième étage, c'est la retraite supplémentaire. C'est une partie facultative, c'est ton épargne personnelle, ton PER, ton assurance vie, etc. C'est la fameuse capitalisation et c'est finalement le seul étage sur lequel tu as vraiment la main. Et on en parle à la fin de la newsletter avec les insights de Gaël. Alors parlons un petit peu maintenant de la cote des retraites. Et ça n'a rien à voir avec le Mont Ventoux ou le col du Galibier, la cote des retraites. D'abord, il y a la cote à taux plein. Si tu as cotisé tous tes trimestres, que tu atteins l'âge légal minimum de départ à la retraite, tu touches ta retraite prévue. C'est la retraite à taux plein. Et si tu n'as pas atteint tes trimestres, si tu n'as pas cotisé suffisamment de trimestres, non, tu vas pas bosser jusqu'à 80 ans. Il y a un âge max qui débloque le taux plein qui est de 67 ans aujourd'hui. Donc même si tu n'as pas cotisé tous tes trimestres, tu arrives à 67 ans, tu débloques la retraite à taux plein. Ensuite, quand on parle de cote, il y a la décote. Si tu pars sans tous tes trimestres, en fait, ta retraite, elle est rabotée de 1,25% par trimestre manquant. Donc avec 2 ans de cotisation en moins, par exemple, c'est moins 10% à vie quand même. Mais bon, 2 ans de vie
en pleine santé, ça vaut peut-être beaucoup plus que ça. Le troisième élément à comprendre, c'est la surcote. Et là, c'est l'inverse, c'est si tu travailles plus longtemps que nécessaire, ta pension est bonifiée d'environ 5% par an. Il y a de plus en plus de monde qui décide de continuer à bosser. Beaucoup de monde qui commence à cumuler emploi et retraite. C'est plus 75% en 10 ans quand même. Et il faut dire que la retraite dure en moyenne 26 ans aujourd'hui avec l'espérance de vie. Alors tout ça, ça concerne que l'étage 1 de la fusée, la retraite de base. Pour la retraite complémentaire, forcément, tu accumules des points quand tu bosses, donc il n'y a pas de sujet de timing de départ ou de trimestre en fait. Plus tu bosses, plus tu as de points, et à la fin, tu les débloques en euros. Bon, c'est sympa de comprendre comment ça marche, mais personnellement, moi, ma retraite se débloquera dans plus de 25 ans. Chacun fait son petit calcul, mais comment on fait pour sauver le système d'ici là ? Alors, on rentre dans la partie solution et honnêtement, c'est le moment où je commence à marcher sur des œufs parce que le plongeoir, c'est pas une newsletter politique et c'est difficile de remonter tous les points de vue un peu de manière indépendante, mais c'est ce qu'on va faire. À gauche, en fait, on veut partir en retraite plus tôt. À droite, on veut décaler l'âge de départ. Mais on peut aller bien plus loin, je te rassure. Donc voilà 3 familles de solutions qu'on entend souvent et à chacun de se faire son avis. La première famille, c'est faire rentrer plus d'argent. Ça paraît rationnel, le modèle économique des retraites est plus équilibré, donc il faut trouver des sous, il faut rentrer plus de sous. La piste 1 dans cette famille, c'est de reculer l'âge de départ. On va pas s'éterniser dessus, c'est le sujet dont on entend le plus souvent parler, c'est le sujet qui fâche, c'est le passage à 64 ans qui a mis le pays dans la rue. Mais quand on regarde froidement ce que disent les économistes, c'est quand même un truc. C'est-à-dire que quand on recule l'âge de départ, 2 choses arrivent en même temps. Les gens cotisent plus longtemps, donc ça fait plus de retraite, et touchent leur retraite moins longtemps, donc ça fait moins de dépenses. Donc il y a un double effet. Le corps, qui est le conseil d'orientation des retraites, il répète que c'est très important de faire ça aussi, que reculer l'âge, ça créerait de l'emploi de l'ordre de 200 à 240 000 postes et que ça soutiendrait le PIB. Voilà, donc c'est efficace selon le corps, et c'est complètement explosif socialement. Voilà, le hic, c'est que on peut bien reculer l'âge légal sur le papier, mais encore faut-il que les seniors aient un boulot. Et là, on touche un angle mort assez énorme. Et on arrive à cette piste 2, qui est d'aider les seniors à garder un emploi. Parce qu'il y a un chiffre qui devrait nous obséder en fait. Il y a seulement 42,4% des 60-64 ans qui travaillent en France, contre 65% en moyenne dans l'UE. Donc on a construit une société qui pousse les gens vers la sortie pile au moment où on aurait besoin qu'ils cotisent. Et attention, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler. On pourrait se dire, on est en France, ils ont envie d'arrêter de très tôt, etc. Non, plus de 2 tiers des 55-64 ans aimeraient encore travailler. Tout est chiffré. Le problème, c'est que on veut plus d'eux. Un chômeur senior sur 4 s'est entendu dire qu'il était trop âgé pour le poste. Et on a creusé tout ça dans une newsletter qui s'appelle Le Talion des seniors, que tu peux retrouver sur le plongeoir. En fait, une hausse de 10% de l'emploi des seniors, ça rapporterait environ 10 milliards d'euros de recettes. C'est 2 fois le déficit actuel des retraites. Ça serait cool, non ? Sauf qu'on ne va pas y arriver en les épuisant, évidemment. Donc la clé, c'est de réinventer la fin de carrière pour qu'elle soit désirable. Il y a une petite idée là-dessus, il y a des projets à lancer. On pourrait généraliser le temps partiel senior, notamment, travailler 2-3 jours par semaine après 60 ans. Ça peut préserver, ça peut créer une transition progressive avec la retraite. À 60 ans, on peut plus forcément porter des charges lourdes, mais on peut former, par exemple. Un chauffeur peut vouloir lever le pied sans tout arrêter. Un maçon peut devenir formateur. Une infirmière peut devenir référent de qualité. Il y a beaucoup de choses à construire autour de ça. Et alors la troisième piste pour faire entrer plus de sous, c'est de faire contribuer les retraités les plus aisés. Donc là, pareil, hyper explosif comme sujet. Mais bon, pose-toi la scène. Un retraité au patrimoine confortable touche une pension de 8 000 euros par mois au terme d'une belle carrière. Voilà. Logique, il a travaillé énormément, il a gagné beaucoup d'argent, il a une belle retraite. Bon, il croise un jeune actif de 30 ans qui, lui, n'arrive pas à épargner plus de 100 euros par mois. Et le plus jeune comprend, évidemment, il n'est pas tout seul, mais il comprend qu'il aide à financer la retraite du plus âgé, dans le système. Et que lui, par contre, il touchera pas grand-chose, ça sera à son tour de se reposer. Alors le retraité pourrait dire, mais j'ai cotisé toute ma vie pour ça. Et il a en partie raison. Sauf qu'il a cotisé bien moins que ce que paie aujourd'hui celui qui le finance. Et le taux de cotisation a explosé en 50 ans, en fait. Le contrat est de moins en moins équilibré, il est plus équilibré déjà.
D'où l'idée d'un effort ciblé sur les retraités à haut revenu. L'idée, ça serait d'aligner leur CSG sur celle des actifs, ou leur retirer leur abattement fiscal de 10%, hein. Tous les retraités ont un abattement fiscal de 10%. Une mesure qui rapporterait quand même juste celle-là, là, 2 milliards en épargnant toutes les petites pensions et en le faisant uniquement sur les pensions les plus aisées. Eh ben, le problème, c'est qu'on retombe forcément dans la boucle du constat, hein. C'est que taper sur les pensions même aisées, ça ressemble clairement à un suicide politique, quoi. Donc, moi, je sais pas faire de politique là-dessus. Prenons-le par l'angle entrepreneurial. On pourrait se dire que ce qui serait intéressant serait de commencer par aider les retraités aisés à moins dépendre de la retraite d'État. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont riches en pierre et pauvres en cash. On a souvent entendu ça. Des gens qui ont une maison, beaucoup de patrimoine, mais pas forcément beaucoup d'argent pour vivre tous les jours. Il y en a beaucoup qui possèdent leur logement, mais qui manquent de liquidité, en fait. Et ce qui rend plus délicat une taxation, d'ailleurs. Donc, il y a tout un écosystème qui invente des façons de débloquer ce patrimoine dormant, qui est très intéressant. On peut citer Vasco, par exemple, qui permet à un particulier de vendre une petite part de son logement pour financer la rénovation de sa maison, ce qui a un énorme effet écologique, évidemment. Il y a Merci Prosper, qui permet de vendre une part minoritaire de son bien pour améliorer son train de vie à la retraite. Il y a Arago qui propose un prêt viager hypothécaire. Donc là, l'idée, c'est que tu vends pas forcément ta maison en viager, mais tu empruntes de l'argent en mettant ton logement en garantie, en fait. Et du coup, tu rembourses rien de ton vivant, mais après ton décès, la dette est soldée en vendant le bien, par exemple, et tu transformes les murs, du coup, de ton logement actuel en complément de retraite sans avoir besoin de bouger. Voilà, en fait, il y a beaucoup de gens qui essayent de réinventer un peu ce système de viager qui est un peu poussiéreux, qui est un peu mal vu, avec des nouveaux systèmes un peu plus innovants. Et c'est vrai qu'on peut se dire que si il y a des moyens de redonner des liquidités aux retraités, peut-être que ça permettrait de changer un petit peu le système des retraites et de moins peser sur les actifs. Il y a un dernier élément de cette famille 1 sur capter plus de sous qui est la solution la plus dure. On va pas exposer plus que ça parce qu'elle est très simple et qu'elle est très dure et que tout le monde peut la comprendre. C'est tout simplement réduire les retraites. Il y a des gens qui disent voilà, en fait, le système est plus équilibré, on va juste réduire de 10% toutes les retraites. Peut-être pas les retraites des moins aisés, mais en tout cas, c'est aussi une solution. Et la deuxième famille, c'est changer de logiciel complètement, en fait. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a proposé de réparer des bugs sans changer le principe de la répartition. Mais de plus en plus de personnes posent une question plus radicale. La répartition, elle a été conçue quand il y avait 4 cotisants pour un retraité, c'est plus du tout le cas. La répartition fonctionne plus forcément. Donc, si on changeait carrément le logiciel et qu'on remettait de la capitalisation. Alors, on en a parlé au début. L'idée, ce serait que tes cotisations soient placées sur les marchés plutôt que directement envoyées aux retraités en temps réel. Elles fructifient pendant 30 ou 40 ans, ces cotisations, et elles te reviennent à la retraite. Alors, tu te constitues ton propre capital en faisant ça, plutôt que de compter sur la génération suivante. Alors, le premier argument qui claque, c'est que ça rapporterait bien plus. Un capital placé peut viser environ 4% par an, inflation déduite, surtout si c'est du très très long terme. Deuxième argument qui claque, c'est une épargne qui pourrait financer nos entreprises. Le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, évoque quand même 5 000 milliards d'euros de capacité de financement pour l'économie si on passait à de la capitalisation. C'est un énorme levier pour financer des trucs. Par contre, attention, la capitalisation, c'est jouer sur les marchés, c'est jouer sa vieillesse sur les marchés. Souviens-toi de 2008, la crise des subprimes, elle a fait fondre les fonds de pension de 5 400 milliards de dollars, soit 23% de leur valeur en un an. C'est l'OCDE qui dit ça. Donc si la bourse, elle plonge l'année où tu pars en retraite, ta retraite, elle plonge avec elle, quoi. Et attention aussi, parce que cette manne financière pourrait financer des solutions utiles pour le climat, mais elle peut aussi financer les énergies fossiles. Et si on analyse les 100 plus gros fonds de pension au monde aujourd'hui, il y en a moins de 1% qui financent la transition bas carbone. C'est quand même un modèle qui aggrave aujourd'hui le changement climatique. Mais si la vraie réponse était un nouveau modèle, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le débat français est coincé dans un match répartition contre capitalisation, comme si c'était tout le temps la gauche contre la droite, quoi. On pourrait imaginer une petite part de répartition pour sécuriser les choses, et puis une part de capitalisation qui serait ancrée sur les territoires. Une capitalisation qui ne serait pas en train de dormir sur un fonds de pension opaque à l'américaine, mais qui financerait une PME régionale qui décarbone, de l'habitat intergénérationnel, une boîte qui crée des emplois près de chez toi.
Alors tu me diras: «Oui Guillaume, c'est cool, mais il faut ça va viser moins de rendement de faire, de l'investissement comme ça dans les territoires et pas, dans des gros, sur les marchés financiers». C'est vrai, mais 2 choses. Premièrement, on se base sur un comparatif de rendement du système de répartition aujourd'hui qui est quasiment nul. Donc ça laisse quand même un peu de marge pour créer un modèle financier qui tient la route et qui est durable et qui vise pas forcément 8% par an. Et le deuxième élément, c'est que franchement, moi je parierais pas à 30 ou 40 ans, parce que c'est ça qu'on fait quand on fait des systèmes de retraite, sur des énergies fossiles. Donc il y a beaucoup à construire avec ce modèle de retraite par capitalisation possible. Et la troisième famille, eh ben, c'est de changer de regard. C'est un petit pas de côté, mais on a parlé d'argent, de logiciels, de marché. On a peut-être oublié l'essentiel. On présente les retraités comme un coût. Mais regarde ce qu'ils font vraiment. Ils gardent les petits-enfants pendant que les parents bossent. Ils s'occupent de leurs propres parents très âgés. Ils tiennent le tissu associatif à bout de bras. J'ai appris ça, mais la moitié des dirigeants d'associations sont des retraités, par exemple. Et tout ça, ça a énormément de valeur. Les soins aux enfants et aux proches fournis par les seuls retraités de 62 à 66 ans, ça pèse 10,7 milliards d'euros par an. Donc le déficit des retraites de 5 milliards, déjà, c'est presque comblé là-dessus. En total, la contribution informelle des seniors à l'économie est estimée à près de 2% du PIB. On appelle ça l'or gris. Donc c'est pas de l'argent qui rentre sonnant et trébuchant dans les caisses de retraite, d'accord, mais c'est de la dépense publique en moins. Et combien coûterait tout ce travail s'il fallait le payer, en fait? C'est du lien social en plus. Donc il faudrait peut-être le reconnaître vraiment. Alors, il y a une idée là-dessus qui s'appelle le départ anticipé contre engagement social. Tu pourrais partir un peu plus tôt à la retraite en échange d'un engagement associatif ou d'aidance qui serait bien défini. C'est pas une utopie, hein, c'est une proposition de loi en 2025 qui a eu lieu. Et puis l'Allemagne valorise déjà ce rôle des aidants dans le calcul des retraites. C'est pas bête, c'est pas bête. Voilà, donc toutes ces solutions sont collectives, mais il reste une question. Concrètement, qu'est-ce que toi, tu peux faire de ton côté en perso maintenant? Alors, pour prendre en main sa propre retraite, bon, c'est une partie très concrète hein, qui a été écrite avec Gaël Berthélémé, qui est un de nos experts en investissement responsable. Bah déjà, commençons par ce qui pique le plus. La grande majorité des entrepreneurs, des freelances ou même des cadres n'ont pas du tout conscience de ce qui les attend. En fait, la liberté a un vrai prix. Ton taux de remplacement dépend énormément de ton statut. Tu te souviens, c'est le pourcentage de ton dernier salaire que tu conserveras à la retraite. Et en fait, il varie du simple au double. 76% pour un non-cadre, 53% pour un cadre, 25% pour un dirigeant de SAS qui se rémunère surtout en dividendes, par exemple. Et il y a aussi un énorme sujet avec les freelances. Leur nombre a bondi de 92% en 10 ans pour atteindre 1,3 million aujourd'hui. Mais cette liberté a un vrai coût caché. Prenons un cas concret. Un micro-entrepreneur qui déclare 30 000 euros de chiffre d'affaires par an pendant toute sa carrière touchera une retraite de base d'environ 625 euros par mois. C'est super faible. Et le truc, c'est que s'il était en CDI, eh ben, ça serait beaucoup plus. Le problème aujourd'hui, c'est que seulement 30% des micro-entrepreneurs freelance valident leurs 4 trimestres par an et que beaucoup ne se rendent pas du tout compte de ce qui va se passer à leur retraite. Autrement dit, si tu es cadre, entrepreneur, freelance, eh ben, il faut creuser ça et peut-être que tu vas devoir te débrouiller en grande partie tout seul. Donc, il faut savoir mettre de côté et faire sa propre capitalisation. Alors combien il faut avoir mis de côté? Avant de parler de tel ou tel placement, pose-toi la bonne question. De quel revenu mensuel tu auras besoin pour bien vivre à la retraite? Évidemment, tu as la retraite de base, mais ensuite, on peut partir d'un calcul simple et disons, pour faire simple, que tu veux générer 1 000 euros par mois en complément, en plus de ta retraite de base. Déjà, il faut réfléchir au rendement de l'épargne, une fois l'inflation déduite. Si ton placement rapporte 4% par an, mais que les prix montent de 2%, ce qui est la cible de la Banque Centrale Européenne, hein, et à peu près la moyenne à long terme, bah, ton rendement réel, c'est que 2%. Et là, le résultat, c'est sévère. Pour avoir 1 000 euros de revenus de capital par mois à la retraite, avec un rendement réel prudent de 2%, donc 4% moins l'inflation, bah, il te faut quand même 875 000 euros de capital au moment de ta retraite pour avoir ces intérêts-là. Attention, là, on se parle d'un capital qu'on ne veut pas entamer. Donc, l'objectif, ça sera de vivre uniquement du rendement de ce capital.
Si tu décides de le consommer et que tu veux consommer ce cash-là à ta retraite, il t'en faut moins évidemment. Donc on a parlé de 2%, avec un rendement réel ambitieux de 4%. Donc là, ça voudrait dire potentiellement plutôt 6% de rendement et du coup 4% en enlevant l'inflation. En acceptant plus de risques, donc plus d'actions par exemple. Le capital nécessaire, là, tombe plutôt à 440 000 euros. Voilà, c'est ça le cap en gros. Entre 440 000 et 875 000, si on ne veut pas vouloir toucher au capital, ça pique, mais c'est le point de départ de toute réflexion sérieuse. Et ça t'apprend déjà une chose, c'est qu'il faut s'y prendre très tôt pour atteindre ce capital. Et alors voilà 3 outils simples, 2 connus et un beaucoup moins pour préparer la retraite. Le premier, que beaucoup de monde connaît, c'est le plan d'épargne retraite. Donc là, l'argent que tu verses sur un PER, il est déduit de ton revenu imposable. Donc plus tu es lourdement imposé, plus le cadeau est gros. C'est l'outil rêvé pour un cadre dirigeant ou un entrepreneur en pleine période de très haut revenu, par exemple. Par contre, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, premier inconvénient, sauf accident de la vie ou achat de la résidence principale. Et évidemment, ce que l'État te déduit à l'entrée, il le récupère en partie à la sortie quand tu ressors l'argent du PER. Donc, le PER est surtout malin si tu es très imposé aujourd'hui et que tu seras beaucoup moins une fois à la retraite. C'est quand même la majorité des gens. C'est-à-dire que si tu es imposé, par exemple, à une tranche de 30% aujourd'hui et que c'est beaucoup, beaucoup moins à ta retraite, tu as intérêt à capitaliser sur un PER aujourd'hui. Deuxième solution très connue, l'assurance vie. Donc là, il n'y a pas de cadeau fiscal à l'entrée, mais il y a une liberté totale. Ton argent reste dispo à tout moment. Et surtout, après 8 ans de détention, la fiscalité sur tes gains devient très douce. Il y a un abattement de 4 600 euros par an, 9 200 euros pour un couple sur les gains retirés. Et le bonus que beaucoup ignorent, c'est que contrairement au PER, l'assurance vie, elle a échappé à la hausse d'impôt sur le capital de 2026. Voilà, donc c'est l'outil idéal pour qui veut garder la main, programmer des retraits réguliers avant la retraite, transmettre dans un cadre avantageux. Voilà, c'est un truc assez flexible. Et sur le PER et l'assurance vie, je suis pas objectif parce que Goodvest est partenaire, mais très sincèrement, je suis client et j'apprécie beaucoup leur engagement. Donc, tu as le lien pour leur PER et leur assurance vie dans la newsletter. Alors, sur la troisième solution, c'est une solution que je trouve très intéressante, dont Gaël m'a parlé. Ça s'appelle le démembrement de SCPI. C'est un outil qui est bien moins connu, mais qui est très intéressant. Alors, le petit rappel, c'est une SCPI, c'est quoi ? C'est de la pierre papier. C'est, en gros, tu achètes des parts et tu touches des loyers sans gérer le moindre locataire. Donc, le démembrement, c'est une astuce dessus. Tu achètes seulement la nue propriété des parts, c'est-à-dire tu achètes les murs sans les loyers pendant une durée fixée, par exemple 5 à 15 ans. Et en échange, tu obtiens une grosse décote à l'achat, donc 20 à 40% selon la durée. Et concrètement, une part à 1 000 euros en pleine propriété, tu vas l'acheter par exemple 650 euros en nue propriété sur 10 ans. Pendant toute cette période, tu touches aucun revenu. Tu payes pas d'impôt dessus non plus, ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune immobilière, etc. Tu as juste tes petites parts papier, quoi. Et à la fin, tu récupères la pleine propriété, loyer compris, sans fiscalité supplémentaire. Alors pourquoi c'est intéressant pour la retraite ? Tu cales la fin du démembrement sur ton départ à la retraite. Donc tu achètes décoté aujourd'hui, pendant tes années de haut revenu, tu payes pas d'impôt dessus, etc. Et puis pile au moment où ton revenu chute, les loyers tombent et ils prennent le relais. Donc voilà, donc les risques existent évidemment, mais l'outil est intéressant à creuser. Voilà, je t'invite à creuser ça, le démembrement de SCPI. Et si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de le faire avec de l'immobilier le plus responsable possible. On a fait le portrait d'une boîte qui s'appelle Kianeos. Ils proposent le démembrement de SCPI. Si tu veux mixer impact social, impact environnemental, prévision de la retraite, c'est vraiment pas bête. Je te mets le lien dans la newsletter pour leur écrire. Kianeos, super boîte. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te laisse le partager à tous ceux qui pourraient être intéressés et puis surtout à parler du plongeoir autour de toi et à nous retrouver sur leplongeoir.club. À bientôt.